Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. En 1915, Albert Einstein dévoilait au monde sa théorie de la relativité générale. Très rapidement, elle remplace la loi de la gravitation universelle d'Isaac Newton pour décrire les mouvements des objets célestes. La relativité générale fonctionne en effet incroyablement bien. Encore aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à la prendre en défaut. Mais elle donne aussi naissance à une série de prédictions toutes plus étonnantes les unes que les autres. Des singularités gravitationnelles dont rien ne peut s'échapper, les trous noirs, ou encore des effets de lentilles entourant les objets les plus massifs. Parmi ces prédictions, Einstein théorise en 1916 l'existence des ondes gravitationnelles. En relativité générale, la gravitation n'est plus vue comme une force, mais comme une déformation de l'espace-temps. Les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux, ce qui influe sur les autres objets à proximité. On considère ainsi que la Terre file tout droit, mais dans un espace-temps courbé par le Soleil, ce qui fait qu'elle lui tourne autour. De la même manière, lorsque des objets massifs sont accélérés, ils laissent dans leur sillage des ondulations qui parcourent l'espace-temps et le déforment à la vitesse de la lumière, les fameuses ondes gravitationnelles. En 1916 et jusqu'à la mort d'Einstein, il ne s'agit cependant que d'une théorie. Cette dernière prévoit que les ondes gravitationnelles sont extrêmement faibles et difficiles à détecter, d'autant plus lorsqu'elles doivent parcourir de grandes distances pour parvenir jusqu'à nous. Albert Einstein lui-même doute fortement qu'on puisse un jour les observer. Seuls les événements les plus violents de l'univers ont un jour une chance d'être captés par le génie humain. Il faudra donc attendre 1974 pour avoir une première preuve indirecte de leur existence. Cette année-là, les astronomes Russell Hulse et Joseph Taylor découvrent le premier pulsar binaire, PSR B1913+16. Ils se rendent vite compte que l'orbite des deux étoiles à neutrons se contracte graduellement. Et c'est exactement ce qu'on s'attendrait à voir pour un système qui perd peu à peu de l'énergie orbitale par émission d'ondes gravitationnelles. La première preuve est là, mais il reste encore impossible de détecter directement une de ces ondes. C'est une quête qui va encore durer des décennies. Pour tout vous dire, elle vient tout juste de toucher à sa fin. La première onde gravitationnelle a été observée le 14 septembre 2015 à l'aide des interféromètres de la collaboration LIGO-Virgo. On l'a attribuée à la fusion de deux trous noirs représentant à eux deux plus de 60 masses solaires. L'événement a généré une énergie colossale sous forme d'ondes gravitationnelles, environ 3,6 x 10 puissance 49 watts. Une puissance 50 fois supérieure à celle produite par la totalité des étoiles de l'univers observable. Malgré cette débauche d'énergie, vous n'avez rien remarqué en septembre 2015. Personne n'aurait rien remarqué sans l'observatoire LIGO et ses interféromètres laser de 4 km. LIGO et les autres interféromètres qui recherchent des ondes gravitationnelles sont des instruments d'une précision incroyable. Plus de 1000 chercheurs issus de 86 institutions différentes travaillent sur le projet. Un interféromètre laser est constitué d'un faisceau laser, de quelques miroirs et de détecteurs. Pour le faire fonctionner, on émet un faisceau laser qui va être séparé en deux à l'aide d'un miroir semi-réfléchissant. Les deux faisceaux ainsi générés vont partir dans deux directions différentes à 90 degrés l'une de l'autre, vers le nord et vers l'ouest par exemple. Ils parcourent alors les 4 km qui constituent les bras de l'instrument, rebondissent sur un miroir en bout de course et reviennent vers le miroir semi-réfléchissant pour être recombinés. Les deux lumières recombinées vont créer un motif d'interférence. Ce motif va évoluer en fonction de la distance qui sépare les différents miroirs de l'expérience. En temps normal, ce motif ne bouge donc pas du tout. Seulement, le passage d'une onde gravitationnelle étire l'espace-temps dans une direction et le contracte dans la direction perpendiculaire. Autrement dit, la distance entre les miroirs va augmenter dans un des bras de l'expérience, tandis qu'elle va diminuer dans l'autre bras. Cela va donner lieu à une modification précise du schéma d'interférence. Et c'est de cette façon qu'on détecte une onde gravitationnelle. L'exercice est plus compliqué qu'il n'y paraît. La précision nécessaire à la détection du passage d'une onde gravitationnelle est démentielle. La distance entre les miroirs variera au mieux d'une fraction infime de femtomètre, et un femtomètre c'est 1 million de fois plus petit qu'un nanomètre. Il faut éliminer tous les mouvements parasites. L'activité tectonique, les mouvements de la Lune ou les déformations liées au changement de température doivent être prises en compte. Malgré toutes ces difficultés, depuis 2015, on parvient bel et bien à détecter des ondes gravitationnelles, et pas seulement dans les deux interféromètres de LIGO. En Europe, on a aussi construit une machine similaire dénommée Virgo.
Virgo a détecté sa première onde gravitationnelle il y a un peu plus d'1 an. LIGO et Virgo travaillent main dans la main. En effet, avec plusieurs interféromètres, on peut déterminer l'origine d'un signal par trilatération. Cela permet de savoir ce qui s'est passé et où cela s'est passé. L'observation des ondes gravitationnelles promet d'ouvrir un tout nouveau champ dans notre étude du cosmos. On parle déjà d'astronomie gravitationnelle. La détection de ces ondes, c'est tout d'abord une nouvelle confirmation expérimentale pour la relativité générale. Un siècle après sa formulation, les prédictions de la théorie d'Einstein continuent d'être vérifiées les unes après les autres. C'est aussi un formidable outil pour scruter de plus près des événements cataclysmiques. La coalescence de deux trous noirs est un phénomène qui flirte avec les limites de nos connaissances physiques. Les énergies, les masses et les vitesses en jeu poussent nos cadres théoriques dans leur dernier retranchement. Or, voilà qu'on est maintenant capable d'obtenir un signal gravitationnel issu directement de ces événements. De quoi confronter la théorie au monde réel. Les fusions d'étoiles à neutrons sont aussi intéressantes à plus d'un titre. À la fin des années 90, plusieurs observations ont mis en évidence une accélération de l'expansion de l'univers. Un constat qui a mené à l'hypothèse de l'existence d'une énergie sombre responsable de cette accélération. Mais mesurer les distances dans l'univers et donc sa vitesse d'expansion reste très difficile. On utilise ce qu'on appelle des chandelles standards, des astres dont la luminosité est connue. En comparant luminosité connue et luminosité observée, on peut en déduire une distance approximative. Les supernovas de type 1A jouent ce rôle pour les distances extragalactiques. Elles pourraient cependant bientôt être rejointes par les fusions d'étoiles à neutrons observées en ondes gravitationnelles. On pourrait là aussi comparer signal connu et signal observé pour évaluer les distances. L'occasion de vérifier si l'accélération de l'expansion de l'univers est bien une réalité. Autre mystère de l'astronomie moderne, la matière noire. De ce côté-là aussi, l'observation des ondes gravitationnelles va peut-être pouvoir apporter un peu de lumière. Ce qu'on appelle la matière noire constituerait la plus grande partie de l'univers. Une matière qui n'interagit pas avec les ondes électromagnétiques et qu'on n'a donc jamais réussi à observer. Elle possède cependant une masse, et qui dit masse dit interaction avec les ondes gravitationnelles. Les ondes en général sont affectées par les milieux qu'elles traversent. C'est ainsi que la sonde InSight va pouvoir plonger dans les profondeurs de Mars, en étudiant les ondes sismiques qui auront traversé le manteau de la planète. De la même manière, certains physiciens espèrent pouvoir retrouver des traces de la matière noire dans le signal des ondes gravitationnelles. Si cela est possible, il faudra cependant des outils bien plus précis que les interféromètres qui existent aujourd'hui. Une découverte qu'il va falloir réserver aux physiciens des siècles prochains. Mais c'est peut-être en la combinant à l'astronomie classique que l'astronomie gravitationnelle va permettre de faire le plus de découvertes. C'est ce qu'on appelle l'astronomie multimessager. Observer un phénomène à la fois grâce aux ondes électromagnétiques et grâce aux ondes gravitationnelles. Pour le moment, ce n'est arrivé qu'une seule fois en août 2017. Une des premières détections de Virgo a aussi été captée par les interféromètres de LIGO. Avec 3 observatoires, la localisation de l'événement a été plutôt précise, ce qui a permis de pointer des dizaines d'instruments optiques dans la bonne direction. Le signal observé par LIGO et Virgo correspondait à la coalescence de 2 étoiles à neutrons. Au même moment, en orbite, l'observatoire Fermi enregistrait un sursaut gamma court dans la même région du ciel. Voilà longtemps qu'on soupçonnait les fusions d'étoiles à neutrons d'être responsables des sursauts gamma courts. L'observation multimessager d'août 2017 apporte une première preuve solide à cette hypothèse. Cette première observation multimessager a donné naissance à plus de 60 articles scientifiques en moins de 2 mois. C'est dire à quel point une telle détection était attendue. On commence tout juste à effleurer le potentiel de l'astronomie multimessager. Les paires d'étoiles à neutrons et de trous noirs, les supernovas et autres noyaux galactiques peuvent nous réserver bien des surprises. Mais pour réaliser toutes ces observations, il va falloir se doter des bons outils. LIGO et Virgo sont des instruments fantastiques. Leur sensibilité et les fréquences d'ondes qu'ils peuvent détecter sont toutefois limitées. Pour faire une analogie avec les ondes acoustiques, on pourrait dire que LIGO et Virgo sont sensibles dans les médiums. Or, certains des événements les plus intéressants qu'on puisse détecter grâce aux ondes gravitationnelles auraient plutôt tendance à émettre dans les basses. Par exemple, la coalescence de 2 trous noirs supermassifs lors de la fusion de 2 galaxies. On peut toutefois espérer observer ces événements en rusant un peu.
Si vous avez regardé le dossier de l'espace consacré aux pulsars, vous savez que les pulsars millisecondes font partie des horloges les plus précises de l'univers. Leur régularité pourrait cependant être affectée par le passage d'ondes gravitationnelles. Quelques nanosecondes d'avance à une période de l'année qui se transforme en retard quelques semaines ou mois plus tard. Ce serait le signe que quelque part dans l'univers, deux trous noirs supermassifs ont entamé une danse mortelle. En observant un ensemble de pulsars millisecondes, on pourrait ainsi se former un observatoire gravitationnel naturel pour les basses fréquences. Peut-être quelque chose qui deviendra possible avec l'entrée en service du radiotélescope Square Kilometre Array au cours de la prochaine décennie. L'Europe a dans ses cartons un autre projet d'observatoire en ondes gravitationnelles, très ambitieux, nom de code LISA. Il s'agit cette fois-ci d'assembler un immense interféromètre laser directement dans l'espace. Le projet consiste à placer émetteurs laser et miroirs sur 3 petits satellites. En les plaçant dans une configuration stable les uns par rapport aux autres, on pourrait se retrouver avec un interféromètre dont les bras font 2 500 000 km. De quoi détecter là aussi des ondes gravitationnelles de basse fréquence avec une grande précision. Ensemble, LIGO, Virgo, LISA et les pulsars nous permettront de détecter une large gamme de fréquences. Ce qui devrait permettre à l'astronomie gravitationnelle d'apporter sa contribution à différents champs de l'astrophysique. Il va cependant falloir attendre quelques années avant que LISA ou l'observation des pulsars donnent leurs premiers résultats. La collaboration LIGO-Virgo s'apprête-t-elle à entamer sa 3e campagne d'observation. Les phases de test démarrent le mois prochain et la campagne à proprement parler en février. La première détection de Virgo avait eu lieu alors que l'outil était seulement en phase de test. On peut donc raisonnablement espérer qu'à partir de mi-décembre, l'astronomie gravitationnelle nous permette à nouveau de plonger au cœur des événements les plus violents de l'univers. Et voilà qui nous amène déjà à la fin de ce dossier de l'espace. Avant de conclure, nous souhaitons remercier tout particulièrement Romain Logier pour l'expertise qu'il nous a apportée sur le sujet. Comme d'habitude, je vous invite à partager questions et remarques dans les commentaires. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez également consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux grâce aux liens que vous y trouverez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.